Quand elles sont harcelées, elles s'engagent moins, elles se désengagent de leur travail, elles ont de la souffrance au travail. Les échappatoires, c'est les arrêts de travail ou la démission, voire le licenciement. Tout ça, ça participe au fait que les femmes, elles n'accèdent pas à des postes de responsabilité. Et en plus, quand elles sont à des postes de responsabilité, elles ne vont pas avouer qu'elles sont victimes, puisque victime aujourd'hui, c'est avoir une position de faiblesse. C'est en ça que la honte, elle doit vraiment changer de camp. C'est-à-dire la victime, même si elle est en position de pouvoir, il faut qu'elle soit reconnue en tant que telle. Alors, quand on est victime, quand on a en tout cas le courage d'en parler, là, ça y est, on passe le stade. Alors, il faut en parler à qui? Est-ce qu'il faut en parler d'abord au syndicat? Il faut en parler à la médecine du travail? Il faut en parler à son employeur, son patron? Comment ça se passe? On peut en parler effectivement aux médecins du travail, aux représentants du personnel. Tout à l'heure, on évoquait le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui est justement là pour veiller lui aussi à la sécurité du salarié. On peut en parler à quelqu'un d'autre au niveau de l'entreprise, son supérieur hiérarchique, si le harcèlement émane d'un collègue et ou remonter à un niveau un peu plus supérieur au niveau de l'entreprise. Et ensuite, alors vous avez plusieurs possibilités. Soit, tout à l'heure, on évoquait la médiation qui permet de trouver une solution interne, parce que vous avez aussi un certain nombre de cas où on essaie de trouver une solution, ce qui permet à tout le monde de rester dans l'entreprise. On clôt, entre guillemets, le dossier, mais ça évite d'avoir des ruptures où l'un des deux est forcément licencié. Et maître, à quel moment on déclenche justement la machine? Quand le salarié se manifeste. Mais à quel moment? Ça veut dire que quand il se met le plus tôt possible, vous dites, moi, ce que je dis, c'est que dès que le salarié alerte son supérieur hiérarchique ou un membre de la direction, c'est là qu'on met en œuvre le processus d'enquête interne. On voit ça avec le médecin du travail, avec les représentants du personnel. Mais évidemment, tant que l'employeur à proprement parler n'a pas eu d'alerte, quand vous avez surtout vous êtes dans des grosses entreprises, vous ne voyez pas tout ce qui se passe dans les différents bureaux et dans les différents services. Et par exemple, pour les personnes qui sont harcelées, et j'imagine que ce soir, elles sont certainement peut-être nombreuses à nous regarder. Je le rappelle d'ailleurs, vous pouvez intervenir en faisant le hashtag LED. Alors, vous nous avez parlé de médiation. Tout à fait. Et je parlerai aussi d'une action à mener en justice. Alors, il y a les deux. Comment ça se passe? Est-ce que vous préconisez, vous, d'abord l'action médiation, et puis ensuite, si ça échoue, l'action justice? Comment ça se... Racontez-nous. Alors, en pratique, c'est vrai qu'on privilégie d'habitude la voie de la médiation. Comme je vous le disais, ça a l'avantage de séparer, entre guillemets, la victime et l'auteur. Et si on trouve un accord, tout le monde continue à travailler au niveau de l'entreprise. Et vous avez ensuite la voie contentieuse. Et souvent, la voie contentieuse se situe parfois dans le prolongement d'une rupture du contrat de travail, soit de la victime, soit de l'auteur du harcèlement. Et là, c'est les conseils de prud'homme en fonction des éléments de preuve qui vont être soumis. Alors là, on peut peut-être dire un mot, je ne sais pas, sur la preuve, qui est un élément déterminant. Et là, je signalerai juste que le mode de preuve a été légèrement, on va dire, assoupli avec la loi El Khomri d'août dernier, parce que le texte initialement prévoyait que le salarié devait établir des faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral. Et depuis la loi travail, la loi El Khomri, le texte a été modifié et maintenant le salarié doit faire état, il doit soumettre des éléments de fait qui laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral. Donc, mais quand je vous écoute, quand même, des procédures qui durent longtemps, hein, c'est quand même périlleux. Oui, vous avez des voies de recours, tout à fait. Il faut être vraiment armé de courage. Il faut être armé. Vous avez aussi les organisations syndicales qui sont là pour aider les salariés, voire pour agir à leur place. Vous avez ce dispositif qui est prévu par la loi. Soit elles prennent l'initiative de l'action, mais en ayant au préalable sollicité l'accord du salarié, soit elles peuvent intervenir dans le cadre de la procédure, entre guillemets, pour épauler le salarié. Alors, un cas de figure, par exemple, pour celles qui nous regardent ce soir et qui se disent, voilà, je suis dans une petite structure, 5 salariés, pas de syndicat, pas de... Voilà, c'est le problème. C'est le problème. Vous avez pas de syndicat, pas de médecine du travail, pas de ceci, etc. La majorité des entreprises en France sont des micro-entreprises ou des petites entreprises où il n'y a pas toutes ces... Oui, mais vous avez des organisations
organisations syndicales à un niveau national, départemental, mais régional. Qu'est-ce qui se passe pour ces personnes qui n'ont pas ce dispositif? Il y a le médecin du travail. Vous avez un certain nombre d'interlocuteurs au niveau de l'entreprise. Par exemple, le médecin du travail, vous avez un médecin du travail dans toutes les entreprises, quel que soit l'effectif. Le médecin du travail, je peux m'adresser à lui. De la même façon, toutes les entreprises relèvent d'une inspection du travail. De la même façon, si j'estime que je suis victime de harcèlement moral ou sexuel et que je ne trouve vraiment personne au niveau de l'entreprise à qui parler, je peux très bien alerter. Alors vous dites ça, maître, mais pardonnez-moi, docteur, elle ne partage pas votre avis. Elle disait que c'est quand même un peu plus compliqué que cela. Oui, moi d'abord, je conseille à mes patients de ne pas aller trop vite en justice. Parce que pour aller en justice, il faut déjà, vous le disiez, être assez solide. Costaud. Et quand on est harcelé, généralement, on ne va pas bien. Donc, on a du mal à aller voir un avocat parce que d'abord, on a honte. On est déprimé, angoissé, on a des tas de symptômes. Et je crois que la première chose, c'est de se faire aider. Alors effectivement, les cellules dont on parlait, les cellules psychologiques, ça existe. J'interviens assez souvent dans les administrations européennes. Il y a des cellules anti-harcèlement dans un certain nombre de lieux. Il y a des cellules d'écoute dans certaines entreprises privées aussi. Il y a des cellules d'écoute pour des personnes, pour les accompagner dans leur démarche, pour les soutenir. Il faut se faire aider, à la fois sur le plan psychologique, mais aussi sur un plan judiciaire et pratique, c'est-à-dire avoir un avocat ou l'inspection du travail ou bien les syndicats qui vont vous accompagner pour vous dire quels sont vos droits, quelles sont les démarches à faire d'abord. Parce que la médiation dont vous parlez, moi je veux bien, mais il y a plein de lieux où il n'y a pas de médiation possible. C'est prévu par la loi. La médiation est prévue par la loi. Mais vous en voyez beaucoup, la plupart du temps, il n'y a rien. C'est à la demande de... Il faut que les deux parties soient d'accord pour la médiation. Le problème, c'est il faut être d'accord pour une médiation. Vous n'êtes pas d'accord parce que vous êtes en conflit ou vous êtes harcelé, vous allez vous mettre d'accord pour trouver un médiateur. Moi, ce que je vois, c'est des situations où cette médiation ne se met pas en place. Clara González. Oui, deux choses. La première, c'est sur l'accompagnement. Effectivement, il y a des cellules psychologiques. Il y a aussi des associations qui font un travail formidable, dont l'AVFT, l'Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail, qui fait de l'accompagnement au prud'homme, qui est absolument formidable, qui a une position assez intéressante, qui est de dire c'est extrêmement dur de porter plainte au pénal, on le sait. Il y a le filtre du parquet pour ouvrir l'instruction qui est compliqué. C'est des procédures qui sont lourdes, c'est une grosse machine judiciaire. Les prud'hommes, c'est connu comme une juridiction parfois un peu plus à taille humaine, un peu plus compréhensive. Et il faut savoir que les règles de preuve sont aussi un peu allégées. Donc c'est recommandé pour les victimes d'abord aussi peut-être d'essayer d'actionner le droit de manière différente. Ensuite, sur la médiation, alors c'est important. En même temps, la médiation, ça peut aussi faire perdurer des mécanismes d'emprise. C'est-à-dire si l'agresseur ou le harceleur ou l'employeur, en fait, il ne veut pas se faire reconnaître par la justice en tant que tel, il va proposer, en utilisant de son emprise, à la victime la médiation. Et la victime, en fait, elle reste prise dans cet enclos, dans l'entreprise de laquelle parfois il faut qu'elle sorte. Et ça, c'est très important de le souligner, c'est qu'on parle quand même de femmes qui sont souvent, comme le souligne le docteur, dans des situations personnelles dramatiques. C'est-à-dire le harcèlement moral et sexuel, ça a des conséquences dramatiques sur les personnes qui en sont victimes, avec des souffrances qui sont réelles, des destructions d'identité professionnelle totales. Allez. D'où l'importance parfois de se faire accompagner et de pouvoir engager un processus qui est vraiment en dehors de l'entreprise. Allez, quelques secondes, je vais devoir rendre l'antenne. LED, #LED. Nathalie, dites-moi, Kuperman, le mot de la fin. Accompagnement, soutien, action en justice, médiation, vous, en quelques secondes. Alors moi, vous dites quoi ? Ce qui m'intéresse dans ce que j'ai écrit, le film aussi, parce que j'ai participé à un film sur le harcèlement sexuel, c'est tout ce qui concerne aussi ce qui se passe à la maison. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup aussi, c'est ce que ça va provoquer sur les relations familiales, les relations avec les enfants, la place qui change dans la famille, etc. Et voilà, donc comment la destruction peut aller jusque dans le lit, j'allais dire.
Eh bien, c'est bien dit. En tout cas, merci à vous tous. Je rappelle, vous, Nathalie Kupperman, auteure du roman Nous étions des êtres. La loi sauvage aussi, paru chez Gallimard. Je le montre à nos amis téléspectateurs et téléspectatrices. C'est juste là, ça c'est votre ouvrage. Vous êtes aussi, rappelons-le, co-scénariste du téléfilm Harcelé qui sera diffusé en mars prochain, mars 2017. On n'a pas de date précise, mais ça devrait être dans ces sur France 2. Absolument. Clara Gonzalez, vous êtes féministe engagée, vous êtes aussi responsable de la force juridique de la Fondation des femmes et puis également jeune juriste. Merci infiniment aussi d'être venu. Merci infiniment aussi à Maître Nabila Fauché El Aougri. Vous êtes avocate associée, vous assistez, excusez-moi, vous nous l'avez suffisamment rappelé ici, les employeurs, les patrons. Et enfin, merci au docteur Marie-France Irigoyen, docteur en médecine, psychiatre et psychothérapeute. Et vous êtes aussi auteur d'un ouvrage, de plusieurs ouvrages à succès sur le harcèlement moral au travail. Et je le rappelle aussi, je vais le montrer à nos amis téléspectateurs. Qui suis-je? Que sais-je plutôt? Que sais-je? Le harcèlement moral au travail. Exactement. Merci infiniment à vous toutes. Restez fidèles à la numéro 23 et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.